Bonjour François Jolivet. Bonjour et bonne année à vous. Bonne année, meilleurs vœux à vous. Commençons par ce projet de loi de finances qui a été définitivement adopté. Il y a eu des recours au Conseil d'État. On a beaucoup évoqué notamment cette réforme de la taxe d'habitation. Rassurer toujours les maires, notamment des petites communes, ça a été aussi un travail que vous avez dû faire aujourd'hui. Que dites-vous à cette contestation, notamment qui évoque une certaine discrimination entre les communes plus importantes et les communes moins importantes? Alors, c'est un recours qui a été fait au Conseil constitutionnel, donc par le groupe Les Républicains, et ce recours a été perdu puisque le Conseil constitutionnel a considéré que cette réforme était légale. Donc ça, c'est déjà une bonne chose puisque j'ai entendu en hémicycle le contraire. Ensuite, s'agissant des élus, le président de la République a rassuré, et je crois le Premier ministre aussi a rassuré les élus locaux puisque la taxe d'habitation n'enlèvera pas de recettes. La suppression, l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% de la population ne privera pas de recettes les collectivités territoriales, et simplement celles qui ont plus de 60 millions d'euros de dépenses de fonctionnement devront passer un accord avec le préfet pour limiter leurs dépenses. Et on verra ce qui se passe dans notre département parce que deux collectivités sont concernées, la communauté d'agglomération et la ville de Châteauroux. Depuis le 1er janvier entre en vigueur une autre des dispositions du Code du travail, les départs volontaires groupés. Certaines entreprises seraient déjà dans les starting blocks pour négocier des ruptures conventionnelles collectives. Dangereux et inquiétant pour les représentants des salariés. Alors, c'est vrai que c'est une disposition qui a été rendue possible par les ordonnances concernant ce qu'on a baptisé les ordonnances droit du travail. J'ai entendu, comme vous, que le groupe PSA envisageait de saisir son comité d'entreprise afin de l'informer d'un tel plan. Il faut savoir que si c'est possible, et si PSA peut faire cette chose-là, c'est que les organisations syndicales auront donné leur accord. En fait, le grand apport des ordonnances travail, c'est la possibilité d'avoir abaissé le centre de gravité de la négociation d'entreprise. Avant, tout se passait dans les centrales syndicales, si j'ose dire, à Paris. Maintenant, ça se passe dans les branches professionnelles, d'une part, et d'autre part, dans les entreprises. Et si ce plan est accepté, c'est que les organisations syndicales représentatives l'auront approuvé et qu'elles considéreront que c'est une bonne chose pour l'entreprise. Vous êtes rapporteur spécial de la réforme sur le logement face au tollé suscité par la baisse du montant des APL, 1,7 milliard d'euros des aides versées par l'État à la moitié des locataires du parc social. Vous avez négocié, entre guillemets, avec les bailleurs un étalement sur 3 ans, mais aussi un système de modulation par des aides par zone géographique. Comment, pourquoi, pour expliquer aux gens très très concrètement ce que ça va donner dans l'étalement et dans l'application de cette réforme qui va quand même être appliquée. Alors, il y a deux questions dans votre question unique. La première question, il y a baisse des APL, donc il y a eu 5 euros de moins au mois d'octobre. Donc ça, c'était pas la loi de finances, et je dirais que c'est une affaire du passé. Concernant la loi de finances, en fait, ça ne touchera pas les locataires HLM, donc c'est neutre pour eux. En revanche, le gouvernement a choisi d'établir, on pourrait dire, un prélèvement sur les comptes d'exploitation des organismes HLM. Les organismes HLM, aujourd'hui en France, c'est 22 milliards de chiffre d'affaires et 2 milliards de résultats, qu'on pourrait dire taxables, c'est-à-dire 10% de rentabilité interne. Ils perçoivent 10 milliards d'aide au logement, au nom et pour le compte de leurs locataires. L'objectif de la réforme a été de faire en sorte que les organismes HLM contribuent eux aussi au redressement des comptes publics, parce qu'en fait, tous les ans, c'est plus 400 millions d'euros d'APL qui sont générés sur le compte du budget de l'État. Et le budget de l'État, je vous rappellerai, c'est 384 milliards de dépenses et 300 milliards de recettes, donc 80 milliards d'emprunts. Lorsque j'ai vu le projet du gouvernement, j'ai joué mon rôle de parlementaire et l'objectif était de prélever 1,5 milliard une seule et même année. Je me suis dit que ce n'était pas possible, et puis fort de négociations et d'explications, cette réforme a été étalée sur une période de 3 ans, et je pense que cela aura comme conséquence dans notre département sans doute une réorganisation des acteurs HLM, mais pas pour autant une baisse de qualité de service pour les locataires qui sont les locataires de ces organismes. Certains bailleurs ont expliqué qu'ils étaient financièrement dans des difficultés, que ça pourrait leur mettre dans des difficultés. C'est un monde que je connais bien, depuis 25 ans j'y sévis, si j'ose dire. Ça fait 25 ans qu'on me dit que les petits bailleurs n'existeront plus, et ça faisait 25 ans qu'aucune réforme n'avait été posée. Notre pays est le seul pays en Europe où on aide à la fois la construction, alors quand il s'agit du secteur privé, c'est la défiscalisation, quand il s'agit des organismes HLM, c'est une baisse de TVA, et les personnes qui habitent à l'intérieur, et nous sommes le seul pays où les loyers continuent à monter.
ce qui paraît anormal, alors que tous les loyers en Europe baissent. Et notamment, pourquoi baissent-ils? En dehors de la crise, en dehors des faibles ressources dont disposent les locataires, c'est que surtout ont été pris en compte dans les autres pays la monoparentalité, d'une part, et l'accroissement des charges locatives. Et en fait, nous, on a les charges qui montent et les loyers qui montent. Donc, c'est un mécanisme qui n'est pas vertueux. Il faut faire en sorte que la première atteinte au pouvoir d'achat des Français, qui est constituée par le loyer et par les charges, puisse être traitée. Et c'est l'objectif de cette réforme. Un mot du local, bien évidemment, nous sommes en 2018. Désormais, quels seront pour vous les gros chantiers, les gros travaux de l'année 2018 dans le département de l'Indre? Alors, j'ai 4 grands chantiers, hein. J'ai l'hôpital départemental qu'on baptisera de Châteauroux et du Blanc pour l'exercice, avec une surveillance accrue du secteur du Blanc, et je dirais même aussi de l'hôpital de Châteauroux pour Vous les serez reçu services. par la ministre de la Santé. Je vais être reçu bientôt par la ministre de la Santé sur ce sujet. Avec l'ensemble des parlementaires de Avec l'Indre, l'ensemble hein, des parlementaires de l'Indre. C'est un sujet important. J'ai bien évidemment également le sujet agricole, avec la suite des États généraux de l'agriculture et de l'alimentation et des définitions des filières en région centre, Val-de-Loire. J'ai un troisième dossier qui concerne le déploiement du très haut débit et les aides renforcées qui pourraient être apportées au département de l'Indre à travers le RIP 36, afin qu'une accélération dans ce domaine-là, parce que les territoires sans très haut débit seront des territoires qui ne pourront plus compter demain en France. Et puis un sujet qui aujourd'hui m'inquiète aussi beaucoup, c'est la situation de AR Industrie sur Châteauroux, donc c'est l'ex-Française de Rouen. l'ex-Française de Roux, puisqu'en fait vous avez pu voir comme moi, vos confrères ont publié l'inquiétude des salariés, et ce qui m'inquiète le plus, c'est que l'inquiétude des salariés est la même que l'inquiétude des dirigeants de l'entreprise. Donc ce sont des sujets chauds. Maintenant, j'ai pu voir que le Premier ministre avait été saisi par le maire de Châteauroux, enfin le ministre des Finances avait été saisi par Gilles Averrousse, maire de Châteauroux, de ce sujet. On verra la suite qui sera donnée. En tous les cas, ce sera des sujets de rentrée. Un dernier point. Par rapport à la politique, vos premiers pas à l'Assemblée nationale, notamment avec l'étiquette La République en marche. Vous étiez républicain avant, vous n'avez pas été exclu, mais vous avez souhaité ne pas renouveler votre adhésion. Comment, politiquement, vous vous sentez aujourd'hui? Alors, je n'ai pas été exclu, d'autant plus que les Républicains m'ont invité à voter et à choisir le président du mouvement. Ce que vous n'avez pas fait. Ce que je n'ai pas fait, donc il y a un peu de dignité dans les actes. Vous savez, le groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, c'est un groupe qui rassemble 3 grandes catégories de personnes. Des passionnés du début de Emmanuel Macron, des gens qui venaient de la gauche et de la droite avec une culture politique, et puis beaucoup de chefs d'entreprise et de gens qui mettent les pieds pour la première fois dans le domaine de la politique. Et en fait, je suis assez surpris par la cohésion de ce groupe. Je pouvais avoir des inquiétudes, mais qui se sont dissipées au fil des jours et au fil des mois, parce qu'en fait, j'ai retrouvé le mode de fonctionnement de l'entreprise. Il y a une difficulté, il y a un projet, on réunit tout le monde autour d'une table, et on ne demande pas, quand on est dans une entreprise, qui est de droite, qui est de gauche, qui est République en marche ou pas République en marche. Ce qui compte, c'est sauver la boîte, et nous, c'est sauver la boîte France. Et en fait, tout le monde fait un effort, et je me trouve bien à ma place. Ça Voilà. n'est pas renier vos origines Non, parce que votre attachement ma républicain. culture, elle est toujours attachée par ce que j'ai pu vivre, hein. Moi, j'étais plutôt dans la tendance Philippe Seguin, François Gerbaud, des gens qui étaient, certains disaient d'eux qu'ils étaient des gaullistes de gauche ou des gaullistes rassembleurs. Eh bien, je veux toujours incarner cela dans le département de l'Indre. Merci beaucoup François Jolivet d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.